Donc, deuxième exposé, Pierre-Alexandre Swistek, qui va nous parler un petit peu, de manière peut-être un peu plus technique, de l'agriculture urbaine. On a parlé globalement ce matin, on a eu des exemples, mais comment est-ce qu'on peut végétaliser du béton, en fin de compte, hein, c'est un peu ça. Donc, quelques approches de votre part sur ce sujet de végétalisation, d'agriculture urbaine en milieu anthropisé. Okay. À vous. Il faut cliquer, voilà, okay. Encore. Hop, voilà, okay. C'est bon. Vous pouvez continuer après. Bonjour à tous. Je suis venu vous parler du point de vue d'un acteur de la végétalisation des toitures et des murs vis-à-vis de l'agriculture urbaine. Moi, je suis le directeur technique et la société est depuis 20 ans producteur, concepteur et installateur de solutions de végétalisation du bâti, donc à la fois toiture et façade. Et du coup, il est vrai que l'agriculture urbaine est une piste de fonctionnalité importante pour les toitures végétalisées. Les bâtiments constituent des surfaces complexes à végétaliser parce qu'on est en fait à la confluence de deux métiers, de deux mondes, celui de la production des végétaux hors sol, avec toute sa technicité, et puis celui des règles très strictes des bâtiments qui imposent aussi des contraintes à la production de végétaux. Et du coup, alors je ne vais pas être exhaustif parce qu'en 20 minutes, je ne peux pas vous parler de beaucoup de choses. Je vais en tout cas vous donner le regard d'un végétaliseur sur le marché d'aujourd'hui au travers des nouvelles attentes et des nouvelles tendances qui se dessinent par rapport aux demandes et aux projets qu'on peut installer. Et puis balayer les principales fonctionnalités des toitures et vous montrer que tout ça, ça se fait dans un cadre réglementaire qui est très maîtrisé et qui doit être respecté. Ça marche pas. Oui, allez-y. Ah, ça passe à côté. Mais... Ah, ok. Donc, comme on l'a vu ce matin, produire des végétaux sur un bâtiment, c'est pas nouveau du tout. Et donc, lorsqu'on s'intéresse à l'histoire, je vais aller très vite, à l'histoire des toitures végétalisées ou de la végétalisation des bâtiments, on peut commencer remonter assez loin avec les jardins suspendus de Babylone, en passant à une époque plus récente par des gros projets emblématiques comme des toitures jardins au Japon ou le jardin de l'Atlantique à Montparnasse, qui sont des toitures jardins, pour ce qui se développe beaucoup depuis une dizaine d'années, les toitures végétalisées, qui sont des solutions de végétalisation pour des toitures qui sont inaccessibles et qui ne pourraient pas supporter de très fortes charges. Donc c'est aussi un nouveau marché plus récent qui a permis d'ouvrir un peu les possibilités d'aller installer des végétaux sur un bâtiment. Et donc toutes ces différentes typologies de projets en fait correspondent à des solutions techniques très différentes, hein, de la végétalisation extensive, semi-intensive, intensive et de la végétalisation de façade. Et du coup, en fait, les systèmes intensifs et les toitures jardins représentent des solutions qui peuvent justement représenter de très fortes charges avec des épaisseurs de substrat ou de terre végétale, puisqu'en système intensif, on a droit à terre végétale, donc des épaisseurs qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre et des charges qui sont vraiment très importantes, hein, jusqu'à 1 à 2 tonnes par mètre carré. Et du coup, là, forcément, on peut ouvrir la palette végétale, planter un peu ce qu'on veut. Il y a un entretien important qui y sera lié, forcément, et la plupart du temps, on va être obligé d'apporter de l'arrosage aux plantes. Et puis après, on peut s'intéresser à des solutions qui peuvent être installées sur des toitures inaccessibles et qui, elles, ne sont pas forcément dimensionnées pour reprendre de fortes charges. Donc si on descend crescendo, on a d'abord les systèmes semi-intensifs qui représentent des épaisseurs de substrat spécifiques, là, et plus de terre végétale, on va dire jusqu'à une bonne trentaine de centimètres. Et dans ces solutions-là, on peut encore apporter une palette végétale assez ouverte. Il y a un entretien minimum pour accompagner la pérennité du couvert végétal.
Et souvent, on sera amené à apporter l'arrosage aussi sur la solution. Et puis, au final, on a aussi développé des techniques qui permettent de végétaliser des toitures qui supporteraient de très faibles charges. Ce sont des systèmes extensifs, donc très peu épais, peu de charges, très peu de plantes qui sont capables de survivre en toute autonomie sur la toiture d'une façon pérenne. Et du coup, palette végétale très courte, peu d'entretien pour ces systèmes-là. Et comment l'arrosage est pour, on va dire, les 3/4 de la France absolument pas nécessaire, puisque les systèmes sont conçus pour que de l'eau puisse être disponible pour la plante du simple fait de la pluviométrie locale. Et les nouvelles attentes, elles sont exprimées pour les futurs projets par les architectes, par les villes, par les collectivités, et aussi au travers des besoins sociétaux. Je pense aux jardins partagés et aux actions de sociabilisation. Donc on sent que la tendance va sur des demandes pour lesquelles les couverts végétaux sont plus diversifiés que de la toiture purement extensive. Alors ces nouvelles tendances, elles s'expriment avec des demandes de palettes végétales plus diversifiées, d'apporter plus de biodiversité sur la toiture, de paysager les toitures, donc avec des plans de plantation, la possibilité de dessiner et d'apporter un design bien spécifique à la toiture. Et ça se fait de plus en plus à partir du moment où on va donner de la visibilité à la toiture. Parce que pour la majorité des cas, il y a bien que les oiseaux qui peuvent apprécier la qualité du travail et la survie des végétaux qui sont sur la toiture, parce qu'on ne les voit pas. Et les nouvelles tendances, c'est justement d'aller vers des solutions plus techniques. Il suffit d'incliner la toiture pour lui donner de la visibilité. Là, du coup, c'est beaucoup plus technique parce qu'il va falloir mettre en œuvre des dispositifs anti-érosion pour les plantes, pour le substrat. Il va falloir développer des systèmes de retenue pour que le système ne bouge pas dans la pente. Et par contre, du coup, au travers de tous ces travaux-là, on va pouvoir bien mieux valoriser son bâtiment, lui donner de la visibilité. Et puis l'étape d'après, justement, c'est de considérer la toiture comme un nouvel espace à vivre, de lui donner un rôle sociétal, de permettre de gagner du foncier et du coup d'avoir certaines activités sur la toiture qu'on ne pourrait pas avoir au sol parce qu'on n'a pas assez de place. L'agriculture urbaine en fait justement partie. Donc les toitures végétalisées au sens large du terme vont avoir pas mal de fonctions. À l'échelle du bâtiment, la première fonction qu'il faut évoquer, c'est celle qui a justifié en fait l'arrivée des toitures végétalisées sur toitures inaccessibles, c'est la protection de l'étanchéité du bâtiment. La première fonction des solutions de végétalisation, c'est ça, c'est de protéger l'étanchéité, de permettre à la membrane d'étanchéité d'avoir une durée de vie plus importante. Après, évidemment, pour les habitants ou les citoyens qui sont dans le bâtiment, ça améliore leur cadre de vie. Les toitures végétalisées ont un impact certain sur la gestion des eaux pluviales, donc à la parcelle lorsqu'on est à l'échelle du bâtiment. Elles peuvent avoir un impact sur le comportement thermique du bâtiment, sur le confort acoustique du bâtiment. Il y a même des études qui ont montré qu'elles pouvaient réduire les ondes électromagnétiques à l'intérieur du bâtiment. Donc, certain nombre de fonctions intéressantes à l'échelle du bâtiment et qui deviennent même des bénéfices environnementaux significatifs lorsqu'on se positionne à l'échelle de la ville et d'un ensemble de bâtiments au travers de l'amélioration du cadre de vie. Donc il y a forcément les toitures paysagées, les toitures très visibles en pente, les façades végétalisées qui demandent aussi beaucoup de technicité. En termes de bénéfices environnementaux, les toitures végétalisées et les toitures jardins participent aux trames vertes, à la manière des pas japonais. Elles permettent aux espèces végétales, mais aussi aux espèces animales, de progresser en ville et elles permettent la réintroduction de la nature en ville. Donc c'est un élément important. La gestion des eaux pluviales est une fonction
très importante pour les toitures, et on voit avec les derniers événements de la fin de l'année dernière que à partir du moment où on est capable de maîtriser un peu l'eau de pluie sur la toiture, on va pouvoir rentrer dans des réflexions de lutte contre les inondations par ruissellement, et indirectement aussi de lutte contre pas mal de problèmes de pollution qui y sont liés. Lorsqu'on associe un certain nombre de toitures végétalisées, on va avoir un impact aussi sur la réduction des phénomènes d'îlots de chaleur pendant l'été dans les centres urbains qui deviennent de plus en plus chauds. Et puis, je le répète, à l'exemple de l'agriculture urbaine, des potagers, ça devient aussi des nouveaux espaces. Et la tendance est d'aller plus loin que la dimension purement esthétique des plantes, mais justement de pouvoir les consommer, donc d'installer des potagers, des jardinières et des plantes consommables. Alors tout ça, ça se fait dans un cadre technique qui est maîtrisé, parce qu'il faut absolument aider les décideurs, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre à exprimer l'ensemble de leurs attentes et de leurs besoins en amont du projet. Il faut vraiment qu'au moment où le projet se dessine, les fonctionnalités de des toitures soient définies, le type de couvert végétal qu'on va vouloir mettre en place soit aussi défini, de façon à ce que la bonne démarche et tous les aspects techniques qui permettront la pérennité du projet puissent vraiment être pris en compte dès l'amont. Et ça se fait au travers de règles. Donc vous avez déjà les DTU, les documents techniques unifiés, qui émanent du CSTB et qui indiquent d'une façon très précise, ce sont des gros pavés qui expliquent toutes les règles de construction des bâtiments, aussi bien pour les bâtiments construction en maçonnerie que les bâtiments ossature bois, que les bâtiments dont la toiture, par exemple, sera en macassier. Mais ces documents-là, purement bâtiments, on va dire, évoquent très rarement la végétalisation, les toitures jardins dans certains chapitres, et puis c'est tout. Et du coup, depuis 2002, et puis ça a été renouvelé en 2007, un groupe de travail constitué de la DIVET, de la CSFE, la Chambre syndicale de l'étanchéité, de l'UNEP, du monde du paysage, et des fabricants de bacs acier, des règles professionnelles pour la conception et la réalisation des toitures végétalisées ont été établies. Je peux même vous dire qu'en ce moment, on a travaillé là pendant 2 ans à les renouveler à nouveau, et j'espère que début 2016, une nouvelle version un peu plus étoffée et toujours plus didactique pour les non-sachants va pouvoir voir le jour rapidement. Et donc ces règles professionnelles, elles guident tout un chacun dans les grands principes pour végétaliser un bâtiment, à la fois côté solutions et systèmes de végétalisation, et à la fois sur toutes les règles du bâtiment qui touchent à la toiture, à l'étanchéité. Et le premier chapitre de ce document évoque le fait qu'un système, une solution de végétalisation qu'on va installer sur un bâtiment doit avoir fait l'objet et doit disposer d'un document de référence, c'est-à-dire que des experts, alors soit le CSTB et les groupes spécialisés au travers des avis techniques, des études techniques nouvelles, soit des bureaux de contrôle au travers de cahiers des charges, de cahiers de prescription de pose, ces experts-là ont validé que la solution, le système qu'on veut installer sur la toiture est performant, et qu'il, dans le temps, de l'installer sur le bâtiment, ça ne portera pas atteinte à l'intégrité du bâtiment, en termes d'étanchéité à l'eau, à l'air, à tout ce qu'on veut. Donc, tout ça est vraiment très, très cadré. Et du coup, pour qu'une toiture végétalisée, quel que soit son niveau, on va dire, entre l'extensif et l'intensif, pour qu'une toiture soit vraiment de qualité et puis durable dans le temps, il y a 4 facteurs clés qu'il ne faut jamais négliger. Tout projet nécessite d'abord en amont une étude technique, et il n'y a pas 2 projets qui vont finalement être complètement comparables. Alors il y a plein d'éléments à prendre en compte dans l'étude technique. Il y a les charges que peut accepter la toiture, il y a l'exposition, il y a la localisation, la pluviométrie, la pente, l'orientation, enfin
tous ces éléments-là font que pour chacune des couches d'un complexe de végétalisation, on va se poser plein de questions et il va falloir choisir la solution la plus adaptée. Ensuite, le système en lui-même doit être de qualité et donc, comme je le disais sur la diapo précédente, avoir fait l'objet d'une certification. Il doit ensuite être mis en œuvre dans les règles de l'art, parce que forcément, lorsqu'on va installer tout ça sur une toiture, le but n'est surtout pas d'aller abîmer l'étanchéité ou poser d'autres problèmes au bâtiment. Donc la mise en œuvre, tout ce qui est végétalisation, s'inscrit aussi dans les règles du bâtiment. Et pour que la toiture et que les plantes vivent, derrière, le point 4 est vraiment important, c'est l'entretien. Il a été malheureusement trop longtemps dit que les systèmes de végétalisation, notamment extensifs, ne nécessitaient pas d'entretien. Et c'est vraiment une grave erreur d'avoir communiqué là-dessus, parce que c'est un entretien minimum par rapport à de la toiture jardin ou à de l'agriculture et de la production de plantes. Mais il est nécessaire d'entretenir ces toitures-là, sinon elles ne vivent pas bien. Donc, juste quelques exemples. Là, sur le petit schéma, vous pouvez voir que, par définition, en standard, un complexe de végétalisation, c'est 4 couches. Une couche drainante qui est directement posée sur l'étanchéité. Et puis, par-dessus, on vient dérouler une couche filtrante, par-dessus une couche de substrat et par-dessus la couche de végétalisation. Et en fait, il y a des points vraiment importants à prendre en compte au moment de l'étude. Ce sont les charges que le support d'étanchéité va pouvoir accepter et du coup le dimensionnement du bâtiment. Plus on va vouloir mettre de charge sur la toiture, plus il va falloir que la structure du bâtiment soit importante. Et donc, si on veut apporter des épaisseurs importantes, pour faire de l'agriculture urbaine, de la production de plantes, il va falloir que le bâtiment soit dimensionné pour accepter de très grosses charges. Donc ça, financièrement, économiquement parlant, c'est des choix qui doivent se faire très en amont et on ne peut plus, à la fin, lorsque le bâtiment est déjà sorti de terre, se dire bah, « tiens, je vais changer un peu la solution que j'envisageais au départ, je veux que ça soit plus diversifié ». Et du coup, si la charge est déterminée, on ne peut plus se projeter sur de nouvelles solutions. L'étanchéité du bâtiment doit être aussi anti-racine. Donc l'étanchéité classique d'un bâtiment ne l'est pas forcément. Dans les DTU, on va retrouver aussi des listes de plantes qui sont interdites parce que, par exemple, la vigueur de leur système racinaire fait qu'elle pourrait venir endommager l'étanchéité, s'insérer entre deux lais, et donc il y a des plantes qui sont pas les bienvenues en toiture. Et tous les aspects sécurité à prendre en compte. La sécurité, parce que là on est en travail en hauteur, le danger est permanent. La sécurité doit être prise en compte au moment de l'installation des systèmes et puis après au moment des opérations d'entretien. Et donc a fortiori, si on veut venir très régulièrement visiter la toiture ou récolter des plantes, ça veut dire qu'on doit se trouver dans une configuration où la sécurité elle est collective et permanente. Sinon, on ne pourra jamais ouvrir un espace de culture, il ne pourra pas être accessible au quotidien. Alors, je vous montre. Okay. Je finis là-dessus pour vous montrer que, justement, si certaines données ne sont pas forcément bien prises en compte au départ, on peut arriver à ce genre de résultat. Voilà, les charges, tout simplement, c'est un gymnase qui s'est écroulé parce que voilà, la charge du système de végétalisation n'était pas adaptée à celle qui a été calculée pour la structure. On va rester positif, je vais passer vite à la diapo suivante pour la conclusion. Donc en tant que végétaliseur, nous, forcément, on y croit à toutes ces fonctions des toitures végétalisées. On voit que les demandes sont de plus en plus qualitatives pour les végétaux, pour l'utilisation de ce qu'on fait du couvert végétal. On voit qu'on nous demande des projets de plus en plus techniques, les systèmes en pente ou en façade. Déjà, on passe une marche au niveau de la technicité. Et du coup, l'agriculture urbaine est une piste certaine de développement pour les toitures, mais voilà, il y a des contraintes et des implications financières qui sont importantes. Alors j'avais un exemple justement où
on nous a demandé récemment de faire une étude pour un bâtiment pour lequel le CCTP parlait d'agriculture urbaine et il voulait venir récolter des plantes sur la toiture. Et puis au final, quand on a creusé un petit peu, on s'est aperçu que c'était sur du bac acier, qu'il acceptait à peine 150 à 200 kg de charge permanente par mètre carré. Et donc, imaginez pouvoir mettre dessus un complexe qui permettra de l'agriculture urbaine, ce n'était pas possible. Donc, du coup, le projet, il se transforme en de l'extensif semi-intensif. On va mettre pas mal d'aromatiques. On pourra venir chercher de la biomasse végétale, si on veut. Mais en plus, un bac acier de pente comme ça, là, c'est une zone qui est inaccessible. Donc pour aller chercher et pour monter sur la toiture, il va falloir développer des systèmes de protection individuels. Et on n'est plus du tout dans une logique de je peux visiter mon couvert végétal aussi souvent que je le veux et dans des conditions de sécurité optimum. Voilà, et je terminerai sur une note positive. Il y a un marché important qui pourrait s'ouvrir pour l'agriculture urbaine et pour la végétalisation des toitures, c'est la rénovation. Parce qu'en fait, on végétalise beaucoup des bâtiments neufs, parce que justement, toutes les contraintes peuvent être prises en compte au moment de la création du bâtiment. Et la rénovation pourrait être une source évidente de végétalisation. Seulement, il y a deux grandes questions qui vont se poser systématiquement. C'est sur ce bâtiment ancien, c'est quelle charge je peux mettre sur la toiture? Et tant qu'on ne saura pas répondre à cette question, on ne pourra pas tellement avancer. Et ensuite, même si on décide de végétaliser parce que c'est possible, l'étanchéité doit être anti-racine. Donc ça veut dire que de toute façon, il faudra aussi reprendre l'étanchéité. Donc ça fait deux contraintes en rénovation qui freinent un peu. Parce que sinon, il y aurait beaucoup de possibilités, aussi bien en extensif que jusqu'à de l'intensif. Ok, merci pour cet éclairage. Place aux questions. C'est bon, on a rattrapé un peu le temps, hein, donc c'est bon. Merci à vous deux. On est dans le timing. Merci. Bonjour, Éric Dargent, Refarmers. Vous parlez de problèmes de racines qui peuvent endommager l'étanchéité. Est-ce que vous avez travaillé sur des solutions d'agriculture urbaine productive en toit avec des systèmes hors sol, où là les racines ne sont pas en contact avec la surface du sol, le toit? Et quelles sont les charges supportées par les bâtiments habituels qui n'ont pas été prévus pour ce type d'utilisation, en comprenant du coup le matériel et le fait qu'il y ait une ou deux personnes qui se baladent pour l'entretien? Voilà, deux questions en une. Pour répondre à votre première question, on appelle les systèmes multicouches les systèmes qui consistent à poser la couche drainante directement sur l'étanchéité. Mais on est de toute façon en hors-sol, même si on vient se poser sur l'étanchéité. Donc il faut vraiment prendre en compte du coup l'étanchéité. Après, l'épaisseur de substrat fera le reste. C'est un problème de terminologie, hydroponie, où les racines ne vont pas être en contact directement. Ah oui. Non, parce qu'après, le prieuré, entre autres, a inventé la solution modulaire en 2005. Donc, on a créé un bac qui s'appelle le bac Hydropac, qui a plein de petits frères aujourd'hui, mais qui consistait à préétablir dans le bac les 4 couches. Et comme ça, vous posez sur l'étanchéité un bac en PEHD recyclé, et les racines ne sont pas en contact avec l'étanchéité. C'est une façon de répondre, hein. Mais après, pour faire de l'hydroponie sur la toiture, il faudrait imaginer un peu comme une piscine avec des EP surélevés ou des choses comme ça. Et après, quant à votre question sur les charges, là, il n'y a pas deux bâtiments qui se ressemblent de ce point de vue-là. En général, pour avoir un système assez épais qui accueille une diversité importante et pour pouvoir faire de la production de plantes, il va falloir que ce soit au moins 50 bons centimètres. Et ça fait déjà les densités de la terre végétale ou des substrats toiture est assez élevée, hein. C'est largement au-delà de 1 à saturation d'eau. On est même plutôt autour de 1,5, 1,6. Donc ça veut dire 16 kg du centimètre. Donc lorsqu'on monte en épaisseur, forcément les charges permanentes sont importantes. Et puis après, on va rajouter
en charge d'exploitation, soit à la maintenance, qui souvent est comptée à 100 kg du mètre carré, ou les charges de neige. Une autre question ? Oui, juste une question sur les végétaux que vous utilisez. Est-ce que vous avez une filière d'approvisionnement particulière? Est-ce que vous faites appel à des producteurs spécifiques qui produisent pour vous des espèces particulières, dans des conditions particulières ou pas? Je réponds là au titre du prieuré. Nous sommes producteurs, donc il y a pas mal de plantes qu'on produit nous-mêmes en pépinière. Et par contre, aujourd'hui, comme la tendance va sur des couverts plus diversifiés, et souvent maintenant on est amené à faire des projets avec des palettes végétales personnalisées, spécifiques pour le projet. On n'a pas forcément, nous, à chaque instant de l'année, à disposition toute cette palette végétale-là. Et donc, du coup, on achète aussi des plantes en complément pour les projets paysagers. Oui. On ne pourrait pas, parce que les palettes végétales peuvent être conséquentes. Hein. Aujourd'hui, sur certains bâtiments qui se végétalisent, je pense sous des labels type BRIM et HQE, parfois il y a des souhaits et des exigences en termes de nombre d'espèces qu'on va venir installer sur la toiture. Par exemple, l'année dernière, on a installé un projet, il fallait 80 espèces sur la toiture. Donc, en production, aujourd'hui, nous, on n'a pas forcément 80 espèces en permanence disponibles pour installer la semaine prochaine des végétaux. Donc, on a un certain nombre de couverts standards pour lesquels il y a disponibilité en permanence. Et puis, dès qu'on rentre dans le personnalisé, là, forcément, on fait appel au monde des pépiniéristes et de l'horticulture. Une dernière question. Ou pas? J'en ai une, moi, alors. Il y a des listes de plantes interdites, là, vous dites, et puis donc, il y en a celles qui sont autorisées. Mais est-ce que parmi les plantes qui sont interdites, il n'y en a pas qui peuvent s'installer spontanément? Je ne sais pas, je pensais à la valériane, le 136 rubère, qui a des racines pivotantes qui peuvent faire, dans les murs en Bretagne, ils le savent, qui peuvent faire de très, très, très gros dégâts. Et là, ça vient spontanément, ça. Oui. Complètement. Donc, dans les plantes interdites, on va dire que la number one, c'est le bambou. Je pense que tout le monde connaît un peu la puissance du système racinaire et des rhizomes d'un bambou. Donc ça, évidemment, en général, on n'en rencontre jamais en toiture. Après, c'est pour ça que je parlais d'entretien et qu'il faut au moins monter une fois par an sur sa toiture. C'est qu'il y a beaucoup d'espèces. Alors, on ne va pas appeler ça des mauvaises herbes, hein, ni des espèces indésirables, parce que sur certains projets de toiture végétalisée, c'est la biodiversité qu'on recherche. Et donc, on va justement accepter tout ce qui va être spontané et qui va venir s'installer sur la toiture. Mais parfois, dans cette flore spontanée qui s'installe, on va retrouver des espèces qui sont interdites. Donc il faut au moins être passé cette année-là pour faire du désherbage manuel et enlever tout ce qui, du coup, est indésirable véritablement pour le projet. Ok. S'il y a du bambou après, la biodiversité, du panda, enfin ça peut devenir compliqué, effectivement. Bien, merci.